Bonsoir à tous, donc, je m'appelle Nazim et aujourd'hui on va parler de Docker, on va parler aussi de Kubernetes. L'écran est un peu loin, mais je vais essayer un peu d'être le plus verbeux possible afin que ceux qui soient le plus loin possible puissent tout voir. On va commencer avec Docker du coup. Alors Docker, qu'est-ce que c'est? On va prendre un exemple pratique. Pour ceux qui connaissent déjà, vous allez reconnaître des choses, mais le but c'est d'offrir à tout le monde la possibilité de comprendre. On va prendre un cas pratique. On va prendre un cas pratique avec 3 applications pour un peu comprendre comment ça fonctionne. On va avoir une application 1, 2, 3. On va leur donner un petit nom. On va l'appeler éléphant, on va l'appeler léopard et on va l'appeler tortue. Ces 3 applications vont avoir la particularité d'avoir des contraintes spécifiques. Sinon, ça ne serait pas drôle. La première, c'est sur la dernière version de Node.js. La deuxième, c'est sur Node.js 8 avec une contrainte d'être sur un système d'exploitation spécifique. Donc là, c'est Debian 8. Et la dernière, c'est la même chose. Node.js 6 sur Debian 9. Donc on a 3 applications qui ont des grosses contraintes au niveau de système d'exploitation et des grosses contraintes au niveau du numéro de la version. Du coup, sans Docker, qu'est-ce que ça donnerait? Eh bien, ça donnerait 3 configurations pour une machine en développement et 3 configurations pour une machine en production. Donc ça fait 6 configurations. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut installer le système d'exploitation et les dépendances, donc Node.js, ainsi que Debian. Sur chaque machine, on va avoir un truc différent. On va avoir une scalabilité horizontale ou verticale à gérer manuellement. Donc on va devoir ajouter soi-même des machines et en enlever. Donc tout est fait manuellement, c'est-à-dire la configuration des paramètres réseau, c'est manuel. La sécurité, c'est manuel. Et pour déployer de nouvelles mises à jour, c'est manuel. Donc qu'on ait des VM ou des machines, on va avoir des configurations qui vont être sur chaque machine à déployer, sur chaque nouvelle machine et toutes les machines existantes. Qu'est-ce qui se passe avec Docker? Avec Docker, on va avoir aussi 3 configurations, donc une pour chaque configuration. Là, pour le coup, toutes les dépendances et tout le système d'exploitation sont décrits dans des fichiers. Donc vous oubliez cette notion de système d'exploitation, vous oubliez cette notion de grosse dépendance, tout est écrit dans des fichiers. La seule contrainte qui est, c'est d'avoir Docker installé évidemment, puisque c'est le principe de la technologie, c'est d'être installé sur la machine, que ce soit en développement ou en production. Et du coup, tout le reste, il y a une scalabilité infinie. On peut autant de fois répliquer qu'on veut, on peut copier, on peut faire ce qu'on veut puisqu'on a des configurations qui sont scalables. La configuration du réseau est gérée par Docker. La configuration de la sécurité est aussi gérée par Docker. Et le déploiement est mis à jour de manière facile, tout simplement parce qu'on va scaler ça de manière automatique. Donc, pour un peu illustrer la chose, j'ai décidé d'écrire un petit code qui est disponible de manière open source. Donc ici, un petit lien, tout petit. Je ne sais pas comment vous le faire parvenir. Mais du coup, si vous allez dessus, vous allez avoir le repo GitHub où on va voir à peu près toutes les configurations qu'on va voir. Sachant que le but, c'est de vous aider à décortiquer un peu le truc. Donc, sans rentrer dans les détails, voilà. J'ai une petite application Node.js classique. Il n'y a rien de particulier à avoir, si ce n'est que c'est ce qui va fonctionner. C'est ce qu'on va essayer de mettre en pratique. Et donc, on va commencer donc on a cette application. Et cette application, on va essayer de décrire les fichiers Docker qui vont avec pour décrire comment elle fonctionne, tout simplement. Donc, ça ressemble à ça. Ça, c'est un fichier, ce qu'on appelle un Dockerfile. C'est un fichier qui explique comment votre application va fonctionner. Donc, on va dire le système d'exploitation qu'on veut utiliser. On va lui donner les premières informations et les actions qu'il doit effectuer. Et ici, on va faire ça pour l'éléphant, on va faire ça pour le léopard et on va faire ça pour la tortue. Et donc, pardon, excusez-moi. Avec ces 3 fichiers de configuration, Docker va savoir qu'est-ce qu'il faut faire avec vos fichiers. Quel système d'exploitation est à utiliser, quelles sont les actions effectuées. Docker fonctionne avec une méthodologie qui est très simple. On va avoir ce Dockerfile, donc ce fichier de description, et on va essayer du coup d'envoyer ce code dans des petites boîtes. Et ces petites boîtes, elles contiennent votre code et elles exécutent le Dockerfile. Pour que vous ayez vraiment conscience des mots et du vocabulaire, je vais vous donner 2 mots importants qu'il va falloir retenir et qui sont simples. Le Dockerfile, c'est ce qu'on appelle une image. C'est en gros un plan, c'est quelque chose qui va vous permettre de créer des petites boîtes. Et les petites boîtes ont un petit nom, c'est ce qu'on appelle des containers. Avec le S qui est juste là. Donc les containers, c'est ces petites boîtes-là. Donc on va revenir sur ces petites boîtes.
Mais avant, on va utiliser un autre logiciel qui s'appelle Docker Compose. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Docker Compose, c'est un programme qui est à côté de Docker et qui, comme son nom l'indique, va vous permettre de composer tout simplement des applications. On va l'utiliser ici pour aller plus vite. Donc on va envoyer à ce Docker Compose tous les Docker files. Donc on lui en a donné 3 jusqu'à maintenant. On va utiliser une CLI. Donc on va utiliser notre petit terminal pour lui demander de faire des choses. Et en sortie, il va nous donner des images et il va nous donner des containers. Donc là, on reprend ce qu'on a vu précédemment. On va mettre ça en pratique. On va du coup, grâce au fichier qu'on avait précédemment, lancer notre build. Donc on lance une petite commande qui s'appelle Docker Compose Build. Ça va nous donner des choses comme ça. Donc là, c'est pour nous confirmer simplement qu'il a fait chacune étape du fichier que vous avez vu tout à l'heure. Et à la fin de ça, on a une image. Donc là, on a 3 images. On a celui de l'éléphant, celui du léopard, celui de la tortue. Et grâce à cette image, du coup, on va pouvoir faire Docker Compose Up et lui dire, tu vas prendre ces images et tu vas me faire des containers. Et là, on a les containers qui sont en cours d'exécution. Je ne peux pas vous le montrer ici, mais il suffit d'aller sur le port 8090, 8091 et 8092 et vous pourrez voir ces 3 applications. Sachant que ici, il a repris le système d'exploitation, il a repris les dépendances, il a repris l'ensemble des choses qui sont nécessaires au fonctionnement de l'application et il l'a exécuté. Ça, c'est Docker. Docker, c'est vraiment un outil cool, mais maintenant, on va aller encore plus loin. On va passer à l'étape au-dessus qui est tout simplement Kubernetes. Kubernetes, c'est une technologie qui va vous permettre de gérer une production. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est pas forcément uniquement d'avoir des containers comme par-ci par-là. Le but, c'est de gérer une production qui doit être scalée, c'est-à-dire qui va dans le temps grandir selon les besoins. Et donc, comment fonctionne ce Kubernetes? On va prendre donc notre cas pratique et on va reprendre nos 3 applications. On va dire que nos 3 applications doivent être disponibles sur Internet, parce qu'évidemment, c'est une appli web. Donc on va avoir 3 endpoints. On va avoir elephant.sandbox.blueforest.fr, la même chose pour léopard, la même chose pour tortue. Vous pouvez essayer, c'est en ligne, si vous voulez voir à quoi ça ressemble. Et ces 3 URL vont rentrer dans un load balancer, ce qui est indispensable, puisque c'est lui qui va absorber en fait la charge. Et ensuite, il va dire, OK, je vais envoyer ça soit chez l'éléphant, soit chez le léopard, soit chez la tortue. Et ensuite, on retrouve nos fameux petits cubes qui sont les containers. Et donc, globalement, le load balancer de Kubernetes va vous permettre de répartir absolument toute la charge de vos applications. Et ça, en soi, c'est quelque chose de vachement simple à mettre en place. Et on va voir comment justement mettre ça en place. On va commencer tout simplement par créer un cluster Kubernetes. Donc pour ça, j'ai choisi Google Cloud Platform. Vous pouvez choisir aussi AWS ou Azure ou autre, mais moi j'ai choisi pour la simplicité de la démonstration. Donc ça donne à peu près ça. Bon, vous n'avez pas franchement grand-chose à voir, si ce n'est que j'ai donné quelques informations concernant le cluster que je veux. Donc, par exemple, là je veux 3 nœuds de 2 Go de RAM et 1 CPU, ce qui suffira largement pour notre application. Et donc une fois qu'on a un cluster, ça ressemble à ça. Pastis Tech 2, voilà, il a été créé. Je vais m'y connecter. Donc, pour m'y connecter, ce n'est qu'une ligne. Pour la lib notamment de Google Cloud, c'est gcloud container, là. Et en gros, grâce à cette commande, on va pouvoir se connecter à ce cluster. Et vous allez voir que ça va faire en sorte que tous vos déploiements vont se passer sur la machine sur laquelle vous travaillez. Donc, pour justement voir ça, on va créer nos déploiements. On va transformer ces containers qu'on avait tout à l'heure, qui étaient sur notre machine, et on va les envoyer sur Kubernetes. Donc comme pour les Dockerfiles, on va avoir un fichier de description qui ressemble à ça. Donc c'est très verbeux, on répète plusieurs fois la même chose. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a demandé à ce qu'il y ait 3 réplicas. Donc on veut 3 fois éléphant, 3 fois tortue, 3 fois léopard. Et on lui dit quelle image on veut utiliser. Donc je vous rappelle que l'image tout à l'heure, on l'avait créée. Donc là, je l'ai hébergé sur le registre de Google qui s'appelle GCR. Mais bon, ça c'est un détail. Je lui donne l'image qu'on a fait tout à l'heure grâce à notre Dockerfile. Une fois qu'on a ce fichier magique, eh bien, c'est là où la magie opère. On n'a qu'une seule ligne à taper, qui est kubectl, qui est la CLI de Kubernetes, apply le nom du fichier. Et vu qu'on a précédemment mis la requête qui consistait à se connecter au cluster Kubernetes, ici, juste en tapant ça, on va pouvoir voir nos déploiements qui sont en ligne. On peut voir ici qu'il y en a un par application et qu'il y en a effectivement 3.
C'est instantané, ça prend quelques secondes et c'est super rapide. Donc pour mettre en production des applications, c'est le top. On va faire la même chose pour les services. Donc les services, en gros, c'est on a notre container, mais il ne communique pas avec l'extérieur. Il a sa vie dans son container, il vit. Sauf que si on veut l'exposer à l'extérieur, on va créer un service. Donc là, je ne vous ai pas mis le fichier, donc il est dispo dans le repo, que je pourrais vous donner après si vous voulez voir un peu plus de détails. Et donc, de la même manière, on va avoir nos services qui sont en ligne. Donc là, on va avoir une adresse IP, etc. Donc en gros, toutes ces informations concernent le service qui est connecté au container. Et la dernière étape, je vous rappelle, c'est le load balancer. Donc là, on fait à l'envers. On passe des petites boîtes, on remonte au service, et là, on remonte au load balancer qui va communiquer avec les services. Donc en gros, ça ressemble à ça. Niveau fichier, on indique quel est l'hôte qu'on veut. Là, par exemple, on a elephant.sandbox.blueforest. Et bien, cette URL va taper sur éléphant. Cette URL va taper sur léopard, et celle-là sur tortue. Très simple. Vous écrivez ce fichier, vous l'envoyez, et vous avez un load balancer. Voilà. On a écrit 3 fichiers pour déployer Kubernetes. On a écrit 3 fichiers pour créer un service. C'est un fichier qui prend 6 lignes. On a écrit ce fichier pour écrire un load balancer. Et on a clairement une production qui est capable, dans un premier temps, d'aspirer une certaine charge, mais qui par la suite va pouvoir, avec des configurations, se scaler avec le temps. Donc la question était, pourquoi c'est génial? Tout simplement parce que ça vous permet de faire très peu de choses, le contraire, ça vous permet de faire énormément de choses en très peu de choses, avec très peu de fichiers, et au final, on a moins de configurations pour plus de choses. Si vous avez des questions, je suis tout oui. Merci à vous.